l'invité café. Et avec notre invité ce matin, nous allons revenir, alors pas seulement, mais nous allons revenir quand même sur le budget finalement bouclé du centre hospitalier de Polynésie française, un budget de 31 milliards, là où les syndicats réclamaient 4 milliards de plus. Le pays n'a pas exclu d'abonder, cela dit, ce budget d'1,7 milliard au mois d'avril. On en parle ce matin avec Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat du personnel du centre hospitalier de Taoné et de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie. Bonjour Mireille Duval. Yorana. Ce budget de l'hôpital est un budget de transition, déclarait la directrice du CHPF, Claude Panero. Elle reconnaît qu'avec une production de 82% de l'offre de soins hospitaliers du territoire, il était normal donc que le budget suive une activité à la hausse de plus de 21% depuis 5 ans. Ce nouveau budget, Mireille Duval, il va permettre de tenir longtemps? Il va nous permettre déjà dans un premier temps de tenir 3 mois, puisqu'en avril, il y aura la subvention du collectif budgétaire. Ensuite, au mois de juin, on va se revoir puisqu'on aura le compte de résultats de 2023. Et avec ces indicateurs, nous pourrons justement avoir la meilleure pertinence d'analyse pour assurer ou pas le maintien de l'activité, des activités de notre hôpital jusqu'en décembre, mais à flux tendu toujours. Alors en examinant le budget, vous dites le compte n'y est pas, il manque 4 milliards. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est l'augmentation de l'activité? C'est un tout. C'est-à-dire que l'hôpital, ça a un coût quand même, aussi bien matériellement qu'avec les prestataires, qu'avec toutes les activités qui concernent l'hôpital. Donc, et on oublie trop souvent les ressources humaines, c'est-à-dire la promotion des agents, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'agents de catégorie D qui pourraient être en catégorie C, de C en B, l'éventuelle augmentation du point d'indice. C'est tous ces coûts qui, l'année dernière, vous avez pu le constater, ont bénéficié encore une fois de subventions exceptionnelles. Notre ministre précédent parlait de singularités particulières. Donc, c'est ces singularités particulières aujourd'hui qui nous inquiètent aussi. Alors, ce qui vous inquiète aussi, c'est, on l'a entendu à plusieurs reprises, le personnel de plus en plus fatigué, parce qu'il manque du matériel, mais il manque aussi des hommes et des femmes. 139 postes selon les médecins. Vous êtes très attentive à ça? Oui, très attentif, effectivement, en concertation toujours avec nos médecins, on s'aperçoit quand même qu'il y a un manque de ressources humaines. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit un départ quand même en massif de personnes, un remplacement compliqué puisqu'on n'a plus d'école infirmière, mais ces 139 postes, bien évidemment, nous avons conscience qu'il faut qu'on soit très vigilant sur l'utilisation des données qu'on nous octroiera pour pallier justement à ces ressources humaines. Donc 139 postes, peut-être parce que c'est justifié par des activités nouvelles qu'on a pu observer durant le temps de Covid. Alors si on n'a pas sous la main ce personnel, comment on fait, Mireille Duval? On est bien obligé de le faire venir d'ailleurs finalement? Alors bien évidemment, c'est là où on tire un peu la sonnette parce qu'on se dit... voilà, on pourrait trouver des solutions rapides peut-être pas, mais bon, on prend de l'extérieur, mais de l'extérieur ça a toujours un coût, parce que quand on fait un appel de recrutement vers l'extérieur, il y a des frais supplémentaires, le transport aérien, le déplacement, le logement pour certains sur une année, donc tout ça, ça a un coût, mais ce coût on pourrait le diminuer si on avait les ressources, on faisait du recrutement local. Et ça, c'est bien parti ou pas? Parce que quand on regarde, par exemple, l'école d'infirmière, on ne sait même pas si elle va vraiment rouvrir cette année. On nous assure qu'elle l'ouvrira en septembre. Tant mieux, puisqu'on a pas mal d'agents qui aimeraient être soignants. Demain, des aides-soignants qui aimeraient être infirmières. Et donc, voilà. Dans un premier temps, ça va nous aider, bien évidemment. Mais il faut qu'on soit aussi très vigilant sur notre réglementation. Qu'est-ce que c'est compliqué, des fois? Alors, ce qui est compliqué également, ce qui l'a été en tous les cas, c'est le règlement des prestataires. À un moment donné, l'hôpital devait beaucoup d'argent à des prestataires. Où c'est qu'on en est là-dessus? Alors oui, effectivement, on nous reprochait d'avoir un délai de paiement trop tardif et c'est vrai qu'à 90 jours, c'est jamais l'idéal pour être en relation de confiance avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, on redescend sur les 30 à 45 jours. Bon voilà, on a moins d'insatisfaction de nos fournisseurs, mais il faut rétablir effectivement ce lien de confiance, autant pour les prestataires que pour les commandes de marché public où là aussi on a quelques difficultés. On a évoqué l'école d'infirmière, donc ce serait bien effectivement qu'elle rouvre
rapidement. Mais bon, ça ne va pas suffire pour avoir du personnel local. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir d'autres structures spécialisées? Alors, moi, je vais plutôt m'attarder sur l'école d'infirmière. Vous savez, on devrait travailler avec nos enfants, c'est-à-dire présenter les besoins d'un pays aux élèves quand ils arrivent en bac. Et je crois que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de dire voilà ce qui nous manque dans notre pays, voilà les métiers que nous voudrions avoir. Et aujourd'hui, on en parle tellement mais qu'il faut y penser. Ça, c'est une première solution. Mais c'est sûr qu'il faut attendre 3 ans maximum. Et bien évidemment, on sait qu'il faut ouvrir d'autres services spécialisés autour. Mais vous savez, quand on parle de ressources humaines, nous, on est conscient de tout ça. Mais est-ce que tout le monde pourra aller dans ces écoles spécialisées? Est-ce que le coût va correspondre à l'attente? La même question se pose. Il faudrait-il pas penser à des bourses qui ont été supprimées entre-temps? Donc, il y a un gros travail à faire sur ça. Oui, parce qu'il y a du personnel polynésien qui travaille dans ce secteur de la santé, secteur médical, mais qui se trouve ailleurs et qui rechigne à revenir. Pourquoi? C'est pas assez attractif? Le statut en lui-même, il doit être toiletté et on a du mal à le toiletter, notamment pour les infirmiers, pour les aides-soignants, pour d'autres corps de métier. Voilà, même les médecins, c'est pas attractif. Donc c'est ce travail que l'on relance depuis 3 années quand même, mais on a du mal à le faire passer. C'est pas attractif, ça veut dire que le personnel est mal payé? Ah non, c'est non. Par exemple, en France, il existe l'indemnité de précarité pour les CDD, ce qui n'existe pas chez nous. On n'a pas de reprise d'ancienneté pour les aides-soignantes, c'est-à-dire que s'ils ont exercé ailleurs, on ne fait pas de reprise d'ancienneté. Ça manque d'attractivité. On a quand même aussi des grilles qui sont bloquées depuis plus de 4 ans, 5 ans. Donc c'est tout ça qui fait que ils viennent pour un mois et au bout d'un mois ils se disent attends, moi je suis à perte, dans une clinique privée je gagnerais mieux. Et ce manque d'attractivité, on le retrouve également dans les îles, ou c'est pire? Dans les îles, c'est tout autre chose. Effectivement, à la direction de la santé, on a aussi quelques difficultés à placer des infirmiers ou aides-soignants. Mais c'est pareil, on devrait travailler avec l'État. On avait organisé, il y avait une organisation de concours de CEAPF d'infirmiers. Mais c'est pareil, c'est des heures supplémentaires non payées, des discussions sur des astreintes réalisées. On a réellement besoin d'un toilettage du statut de la fonction publique. Et oui, mais je reviens à cette question d'attractivité, parce que si on vous envoie sur l'atoll de Howe, il faut y aller. Alors, vous savez, pour avoir discuté avec des anciens infirmiers, ils disaient que c'était une belle expérience dans les îles, mais peut-être pas être isolé, effectivement. Être binôme, c'est mieux. Isolé, c'est pas évident. Mais c'est une belle expérience. Pour certains, la majorité, c'était ça. Bon, nos enfants d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont du mal à comprendre que c'est un enrichissement aussi, quoi qu'il en soit. Mais il faut être vigilant. Pas seul, en binôme. Vous souhaitez, alors on l'a entendu tout à l'heure, une réforme du statut de l'hôpital, vous le réclamez depuis un moment. Là-dessus, le pays est d'accord, non? Il y a un plan hôpital qu'il compte faire appliquer. Oui, effectivement, il voudrait modifier le statut de notre hôpital qui est un EHPAD aujourd'hui, qui nous bloque à certains niveaux. Et le fait de le tourner en établissement public de santé, ça assouplit justement et ça permet l'attractivité. Donc, il y a une uniformisation qui est en vue des textes et tout ça. Donc, je pense qu'il a pris note de l'état des lieux que nous lui avons présenté. Vous vous entendez bien avec le ministre, non? Son bureau, et le ministre de la Santé, son bureau est toujours ouvert. Vous pouvez dialoguer facilement, non? Moi, nous n'avons pas de tension, nous avons des divergences sur certaines analyses, mais nous avons effectivement un dialogue social existant, ce qui n'était pas le cas les dernières années. Alors, je le disais tout à l'heure, il manque du matériel, c'est flagrant, notamment en radiothérapie, où l'on prend en charge donc les malades du cancer. Les machines vont bientôt être déployées, selon le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs, c'était il y a moins d'un mois, il était à votre place. C'est 300 millions de francs, voire un peu plus, entre 300 et 400 millions chaque machine. Il faut se dire qu'elles seront de dernier cri. Les machines qui étaient là avaient 12 ans, il fallait les changer. Les nouvelles sont beaucoup plus efficaces pour le traitement des patients, beaucoup plus optimales, et elles tomberont sûrement beaucoup moins en panne. Il faudra 6 mois pour changer nos machines. Ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire et optimal. Alors là, on parle bien des machines liées à la radiothérapie, pas du cyclotron. Non, on ne parle pas du cyclotron. Quand on parle de médecine nucléaire, on parle de beaucoup de choses. On parle de cyclotron, de
TEP scan, de PET scan. En fin de compte, le cyclotron, c'est la capacité de faire des molécules pour alimenter le TEP scan et le PET scan. Qui vont être installés plus tard. C'est pour mieux détecter les cancers de manière précoce. C'est pour mieux faire les diagnostics et faire une meilleure prévention des soins. Ça va nous servir à ça. La machine devrait être livrée en 2025. Voilà, c'était le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Vous êtes rassuré ou pas après avoir écouté ces précisions ? Ben oui, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai pu avoir l'information, notamment pour la radiothérapie. On a un plan d'investissement matériel qui s'élève quand même à 2 milliards. Et la grande priorité dont fait partie la radiothérapie, on va répondre justement à ce besoin. Donc on l'a estimé à 400 millions. On est super contents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vite, mieux travailler dans de meilleures conditions avec des machines neuves. Voilà. Sous quel délai tout ça ? Bon, là, les 700 millions sont déjà là, donc il faut attendre peut-être, on va dire, maximum 2-3 mois. Alors on l'a vu, on l'a entendu à plusieurs reprises, beaucoup de patients, malades qui se font soigner du cancer, rechignent, cela dit, à partir parce que il y a plusieurs obstacles, il y a la peur, c'est l'aventure, certains n'ont jamais voyagé. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Vous savez, aujourd'hui, on est vraiment... on sait que quelquefois, on a été absent parce que nos machines étaient en panne et tout ce que vous voulez, mais c'était toujours compliqué pour un Polynésien de partir parce que des fois, il part seul, il n'a pas l'accompagnateur. Et quand on ne peut pas répondre et que c'est vital, on se doit de l'accompagner. Et on comprend qu'on voudrait mettre un maximum de soins dans notre pays. L'Institut du cancer devrait naître aussi dans quelques temps. Estimation qui était de 2 milliards et aujourd'hui on entend qu'il est de 5 milliards de plus. Là se pose la problématique de la mutualisation des moyens. Comment l'hôpital qui dispose déjà de matériel pourrait travailler avec cet institut de cancer, parce que surajouter des coûts, c'est pas non plus l'idéal. Le but, c'est de chercher le mieux pour le patient, et c'est la réflexion que nous avons depuis quelques mois. Alors l'hôpital, il est quoi dans son activité à saturation, vous direz, ou alors ça va avec. On va dire que dans l'ensemble, on est dans la saturation. Effectivement, pas plus tard que la semaine dernière, on avait des saturations de plus de 100%. Même si dans certains services, ce n'était pas le cas. Mais il faut retenir une chose, c'est que les services qui sont les plus tendus, c'est la cardiologie, c'est la chirurgie, c'est la neurologie, c'est la gastrologie, c'est la médecine interne, là où justement la maladie est beaucoup plus lourde, plus longue à soigner. Donc on parle de saturation effectivement, parce qu'effectivement, ça nous arrive de nous retrouver avec une infirmière quelquefois pour 17 patients, parce qu'on a un turnover qui est là. Alors on doit faire un choix. Et ce choix, c'est quoi ? Demander à chaque fois aux employés de faire un effort pour le bien du patient. Alors vous voyez quand même qu'on est toujours en train de discuter qu'est-ce qui est le meilleur pour le patient. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. On ne pourra pas. Donc voilà. Donc ce sont des pathologies lourdes qui sont saturées aujourd'hui, constat qui est réel, et on a besoin d'effectifs supplémentaires. Voilà. Une des pistes, une des solutions, est-ce que ce ne serait pas de décentraliser finalement les choses ? Vous savez, j'apprends pas plus tard qu'hier, on ouvre un service de radiologie. Service qui était en difficulté puisqu'on n'avait que 3 médecins, un titulaire, un vacataire et un agent non titulaire. Donc vous voyez qu'on n'a quand même que 3 radiologues pour toute la Polynésie. Oui, peut-être qu'il faut décentraliser, mais il faut être vigilant. C'est comme les pharmacies, il faut regarder quel est le taux de patients, il faut faire les calculs. N'ouvrir à côté pour qu'on se retrouve avec des vacataires ou des prestataires, c'est toujours un surcoût. Mais l'hôpital de la Presqu'île, par exemple, est-ce qu'il ne mérite pas d'avoir peut-être plus de moyens pour retenir la population de la région ? Je vous remercie pour cette question. Hôpital que j'ai visité, qui est en rénovation avec de nouvelles, effectivement. Il faut penser aussi à décentraliser. L'hôpital de Travaux mériterait aussi un soutien dans cette réorganisation de services. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, quand on a des cas très graves, il vaut mieux avoir à proximité un service qui pourrait répondre dans un premier temps. Et si aggravation, là, c'est le service réanimation de l'hôpital qui pourrait pallier. Mais
Moi, je suis d'accord, il faut soutenir l'hôpital de travaux. Il faut aujourd'hui, on a une population qui se décentralise vers la presqu'île et qui augmente. Donc voilà. En tous les cas, ce qu'on peut relever, c'est que le ton est quand même beaucoup plus assagi, j'allais dire, les choses sont plus calmes, il n'y a pas de tension comme avant, de menaces de grève, etc. Le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu, mais les menaces de grève peuvent toujours arriver à un moment donné. Ça, c'est la syndicaliste qui revient au galop. C'est ça. Merci beaucoup, en tous les cas, Mireille Duval, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous vous exprimez donc en tant que secrétaire général du syndicat du personnel du centre hospitalier de Taoné et de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie. Merci beaucoup.